Salut, suite du module premier pas au cours duquel je te transmets en quelques heures à peine les connaissances de base pour que tu puisses t'engager dans ton propre apprentissage sur mesure du Bitcoin. Alors, lors de la dernière session, on a pris conscience du contexte politico-économique, social et culturel explosif de la naissance et de l'enfance du Bitcoin. Bitcoin, c'est cette technologie conçue précisément comme la solution à un problème épineux qui handicape l'humanité depuis des siècles, la gestion défaillante, souvent calamiteuse, de la monnaie. Alors, la monnaie, on peut peut-être le rappeler ici, c'est cette technologie absolument essentielle au développement humain, à la fois moyen d'échange, réserve de valeur et étalon de mesure. Elle nous a permis de dépasser les limites du troc, de nous spécialiser dans notre travail afin de pouvoir chacun exprimer tous nos potentiels individuels et ce, pour le bénéfice de tous. Donc, concrètement, pas de monnaie, pas de civilisation. Aujourd'hui, troisième session du module, le b.a.-ba du Bitcoin. Je te présente ici l'essentiel des notions présentées sur la page correspondante du site sous l'onglet Premier pas. Le b.a.-ba, c'est un premier aperçu de Bitcoin. Tu t'en fais une première représentation à partir de quelques définitions, d'un brin de terminologie et puis de quelques courtes vidéos et d'un exposé de ses principaux cas d'utilisation. Autrement dit, aujourd'hui, on va répondre à deux questions. C'est quoi Bitcoin et à quoi ça sert? Allez, on y va. Commençons par un premier extrait vidéo. C'est 40 secondes chrono pour t'expliquer Bitcoin. Au micro, Claire Balva, experte Bitcoin crypto. Mais moi, je présente souvent Bitcoin comme la monnaie d'Internet. Donc c'est une monnaie qui est uniquement informatique, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de billets, et surtout c'est une monnaie qui fonctionne sans banque centrale. Donc c'est vraiment une communauté décentralisée qui fait fonctionner Bitcoin. Et donc Bitcoin répond à ce besoin d'un fonctionnement monétaire qui est transparent, qui est vraiment décentralisé, et qui a de surcroît un certain nombre d'avantages techniques, puisque c'est une monnaie qu'on peut s'envoyer d'un bout à l'autre de la planète en quelques minutes, et qui aujourd'hui est adoptée d'ailleurs par des pays qui avaient besoin d'une monnaie neutre pour ne pas dépendre d'un autre État d'un point de vue de souveraineté monétaire. Voilà, merci Claire pour cette définition simple et efficace. Bravo aussi d'ailleurs pour ton excellent livre d'introduction au Bitcoin, coécrit avec Alexandre Stachenko, que je recommande fortement. Ok, on enchaîne avec une définition un petit peu plus complexe. Ne te fais pas de soucis si tu comprends pas tout, si tu ne mémorises pas tous les concepts, c'est ok. C'est normal à ce stade, vraiment, l'enjeu, ton objectif, c'est de te familiariser avec l'animal. Alors voilà, Bitcoin est une monnaie que personne ne peut te prendre sans ta permission. Sa valeur ne fond pas avec l'inflation galopante. Bitcoin ne peut pas être confisqué car personne ne le contrôle. Et donc là, on commence par présenter plusieurs avantages clés de Bitcoin. Voyons maintenant quelques explications un peu techniques. Bitcoin est une monnaie numérique régie par un code informatique qui fonctionne sur des milliers d'ordinateurs dans le monde entier. Ce code est exécuté indépendamment par plusieurs milliers d'individus et d'organisations. C'est ce degré élevé de décentralisation qui rend Bitcoin résistant à la censure et le protège contre la saisie et l'inflation. Donc, c'est une monnaie numérique sur Internet associée à un code, à un programme qui tourne non-stop et de manière synchronisée sur des milliers d'ordinateurs. Ensuite, on a Bitcoin est le premier système monétaire doté d'une politique monétaire transparente et fiable, car immuable. Alors, la politique monétaire de Bitcoin, c'est la même depuis son lancement en 2009. Elle stipule en fait qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin émis. Et contrairement à tous les autres systèmes de monnaie numérique, Bitcoin ne possède aucun point de contrôle central permettant de modifier sa masse monétaire. Les bitcoins sont émis progressivement jusqu'à ce qu'on en ait produit, miné, 21 millions. Point. Alors, dernier point, la décentralisation de Bitcoin et son offre fixe
lui confère des propriétés similaires à l'or, mais sous forme numérique. En simplifiant beaucoup, on peut dire que Bitcoin, c'est de l'or numérique. Et ça explique aussi toutes ces représentations métalliques du Bitcoin que tu as sans doute vues. Elles ne correspondent absolument pas à une réalité physique. Bitcoin, c'est purement numérique. Mais toutes ces représentations, ça renvoie aux propriétés de l'or. C'est un peu comme si on avait besoin de ce type de représentation pour raccrocher Bitcoin à quelque chose de tangible, quoi. Bitcoin, c'est de l'or numérique et en fait beaucoup plus que ça. D'ailleurs, si tu veux, les innombrables représentations du Bitcoin, en fait, c'est autant de moyens qu'on a pour exalter toutes ces caractéristiques hors du commun, à savoir monnaie inconfiscable, sous les traits de coffre-fort inviolable, monnaie native d'Internet, programmable, prenant la forme de circuits et de microprocesseurs, la foudre, les éclairs, ça renvoie à la rapidité de Bitcoin en tant que moyen de paiement, et puis les globes terrestres, le cyberespace mondial, sans frontières, etc. Ok, donc ça c'est une deuxième définition. En voici une autre. Là. Elle nous présente Bitcoin sous un autre angle, en apportant des informations complémentaires. On continue à faire notre petit tour de cet animal assez surprenant. Bitcoin a été découvert en 2008 par un mystérieux Satoshi Nakamoto. Et le 11 février 2009, il évoque la première version de Bitcoin sur un forum en ligne destiné aux cypherpunks, une communauté de cryptographes qui œuvrent pour le respect de la vie privée et de la liberté individuelle à l'ère du numérique. Donc ça, c'est l'origine de Bitcoin, c'est un sujet capital, mystérieux, passionnant, que je te conseille de creuser un petit peu avec cette enquête vidéo trépidante de Rémi Fortet que tu peux retrouver un petit peu plus bas là sur la page du site. Ce documentaire paru en 2021 sur Arte, il compte déjà près de 3 millions de vues sur YouTube et il est exceptionnel. Bitcoin est une monnaie numérique permettant les échanges de pair à pair, transférable entre personnes ou ordinateurs sans intermédiaire de confiance et dont l'émission n'est pas contrôlée par une seule partie. Alors là, c'est assez important. On va s'appuyer sur un petit exemple pratique pour bien expliquer ces notions. Imagine des euros en papier ou des pièces de monnaie métallique. Quand tu donnes cet argent liquide à quelqu'un, cette personne, elle n'a pas besoin de savoir qui tu es, de connaître ton identité. En fait, elle doit juste s'assurer que l'argent que tu lui remets n'est pas un faux. Mais à l'ère du numérique, la majorité de nos paiements, ils se font sur Internet par le biais d'un service intermédiaire. Ça va être soit une société de carte de crédit, Visa, Mastercard, soit un fournisseur de paiement comme PayPal, Apple Pay, ou soit une application qui fait à peu près tout comme WeChat en Chine. Et là, tu vois bien que cette transition du liquide vers le numérique, ça s'accompagne d'une dépendance à un nouvel acteur centralisé qui est chargé d'approuver et de vérifier chacun de nos paiements. Alors en fait, dans ce nouveau système, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné des pouvoirs absolument extraordinaires à des personnes qui sont susceptibles de nous opprimer. Et ça, c'est pas juste de la science-fiction. En fait, c'est déjà largement le cas en Chine, où le gouvernement s'en sert pour surveiller les citoyens et priver les dissidents d'achat de biens et de services. Alors, c'est clair, c'est super pratique de pouvoir t'acheter une boisson au distributeur en présentant ton visage à la caméra, sauf qu'avec un score de crédit social de moins de 350, l'automate va pas te servir. C'est aussi simple que ça. Et puis là, on est toujours en Chine où la monnaie numérique de banque centrale est liée à ta carte d'identité numérique. Donc si tu roules trop vite, là dans cette rue, ça veut dire si tu dépasses les 20 km/h, le système radar, il va immédiatement déduire des points de ton permis de conduire en plus de prélever automatiquement une amende sur ton portefeuille numérique. Et tout ça, c'est vraiment en train de se corser. C'est pas juste en Chine, en Angleterre, en Europe, un peu partout, c'est en train de se passer. Ça va vite. Et en France, avec les JO, je pense pas qu'on sera les derniers en fait dans cette course. Et dans ce contexte, Bitcoin, c'est vraiment l'alternative pour retrouver le caractère pair à pair de cet argent liquide qu'on a toujours connu, mais sous forme numérique. Voilà, pas mal d'infos déjà
paiement en direct, échange de pair à pair, sans intermédiaire et donc sans risque de censure. On continue. Bitcoin, ça désigne à la fois l'actif numérique, le réseau et puis le logiciel. Donc, premièrement, Bitcoin, c'est l'actif numérique et on l'écrit alors avec un B minuscule. Son offre est limitée, on l'a dit, plafonnée à 21 millions. Elle est connue à l'avance et elle est inchangeable. Une différence majeure donc avec les monnaies fiat émises par les gouvernements et les banques centrales dont l'offre augmente irrésistiblement à un rythme imprévisible et effréné. Et en ce faisant, ça dilue notre épargne et ça détruit notre pouvoir d'achat. Deuxièmement, on a le réseau Bitcoin, on en a parlé déjà. C'est cet ensemble d'ordinateurs interconnectés que chacun peut rejoindre, toi aussi si tu veux. Il suffit juste d'exécuter le code, le logiciel Bitcoin. Et donc, le réseau d'ordinateurs, là, il sert à émettre des bitcoins, à en suivre la propriété et à les transférer entre participants de pair à pair. Enfin, on a, après le bitcoin, l'actif numérique et le réseau bitcoin, on a le logiciel bitcoin. C'est un code informatique, un programme donc, que chacun peut exécuter sur son ordinateur assez facilement pour devenir un participant au réseau comme un autre. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que ce logiciel, il est open source. Autrement dit, tout le monde peut inspecter comment il fonctionne, proposer l'ajout de nouvelles fonctionnalités et participer à la correction d'erreurs. Voilà, est-ce que ça commence à prendre forme ? Ouais, je sais, ça fait beaucoup d'infos. Écoute, je te propose une super vidéo de David Saintonge qui résume à merveille les principales idées qu'on a pu parcourir déjà. Et puis ce que je te conseille vivement pour bien ancrer dans ta mémoire tous ces concepts de base qui définissent Bitcoin, c'est premièrement de visionner la vidéo Terminologie Bitcoin d'Anil. Visuellement, c'est hyper plaisant, c'est simple et efficace. Ça reprend des notions qu'on a vues ensemble en introduisant les concepts de nœud du réseau Bitcoin et de blockchain. Tu l'as sans doute déjà entendu, ce terme, la blockchain Bitcoin, c'est tout simplement le registre des transactions effectuées sur le réseau. Et ce registre, il est actualisé toutes les 10 minutes sur tous les ordinateurs qui font tourner le logiciel Bitcoin. Alors ça, c'est Anil. Voilà. Et deuxièmement, écoute ce récapitulatif audio, l'épisode Bitcoin, qu'est-ce que c'est ? Du podcast BitStack. Là, tu verras, tu auras fait un bon tour d'horizon. Venons-en au cas d'utilisation, au cas d'usage de Bitcoin. Maintenant qu'on l'a défini dans les grandes lignes, on va pouvoir répondre clairement à la question centrale. Bitcoin, à quoi ça sert ? On vient d'ailleurs d'évoquer certains de ses avantages, sa rareté d'abord, son offre est prédéfinie, et puis son caractère inclusif, c'est une monnaie pour tout le monde, sans intermédiaire et qui résiste à la censure. Mais tu vois, il y a tant de choses à dire sur l'utilité de Bitcoin que ça mérite qu'on s'y penche de manière un petit peu plus structurée. Et donc, je vais, sans aller trop dans le détail, te lister une dizaine de cas d'usage majeurs du Bitcoin. Je ne te les présente pas par ordre d'importance parce que ça, c'est quasiment mission impossible vu que chaque cas d'utilisation, chaque cas d'usage peut s'avérer décisif, parfois vital, selon le lieu et le moment, selon les circonstances de chacun. Alors, premier cas d'usage, la possession d'une monnaie numérique. Bitcoin nous restitue une véritable propriété de notre monnaie. Tu vois, les billets de banque, tes pièces, ton lingot d'or ou d'argent, t'en es propriétaire physiquement. Par contre, les fonds que tu conserves sous forme numérique sur un compte en banque, tu ne les possèdes pas. Ils représentent une créance. C'est de l'argent que la banque te doit. Ce qui se passe, c'est qu'avec la numérisation de la monnaie et puis la bancarisation de la quasi-totalité de la population, en fait, on s'est retrouvé dépossédé de notre argent sans s'en rendre compte. Et c'est vrai, la plupart du temps, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais lorsque ta banque ou le système tout entier fait faillite, ou décide de te censurer, de suspendre ton compte, ou de le fermer carrément, eh bien, cette dépossession, ça devient super concret. Et les exemples, en fait, ils abondent, y compris dans l'histoire récente. Faut pas chercher loin.
au Liban en 2023, à Chypre en 2013, en Grèce, au Venezuela tout récemment. La réponse de Satoshi Nakamoto, c'est que contrairement aux monnaies fiat numériques, Bitcoin, c'est un actif au porteur. Ça veut dire que tu peux en assurer toi-même la garde, la détention. C'est ta propriété. Et ça, la possession en direct d'une monnaie numérique, c'est une révolution pour tous, et en particulier pour près d'un tiers de la population adulte mondiale qui reste non bancarisée. Deuxième cas d'usage, c'est la couverture contre l'inflation. La monnaie qu'on nous impose, elle voit son offre augmenter constamment dans un contexte de politique inflationniste qui vise une inflation de 2% par an. La perte de son pouvoir d'achat est donc garantie, et puis avec une vague d'inflation à 10% ou plus, comme la subissent 3 millions d'individus en ce moment, eh bien, la moitié de notre épargne se retrouve évaporée en 5 ans. C'est de la folie, cette inflation, cette monnaie fondante. C'est vraiment une destruction intentionnelle de notre pouvoir d'achat. Alors c'est vrai, on est bien moins mal loti en dollars ou en euros qu'avec des pesos argentins, des lires turcs, des cédis du Ghana ou des naira du Nigeria qui perdent 30, 50, 100% de leur valeur par an. Mais sache-le bien, aucune monnaie fiat n'a su conserver sa valeur dans le temps. Donc épargner en monnaie fiat, c'est la promesse de voir ses économies, le fruit de son travail, fondre comme neige au soleil. Alors les gens se mettent à spéculer sur les marchés, dans l'immobilier, jusqu'à ce que ces bulles éclatent. Tant que tu n'as pas le choix, tu te résignes, tu tolères, ou alors fou de rage, fou de colère ou de désespoir, on brûle tout. L'alternative, c'est, avec Bitcoin, de rejoindre un autre système, opter pour une monnaie régie par une politique monétaire transparente, qui est prédéfinie, désinflationniste, que tu peux vérifier et qui va conduire à une appréciation de ton pouvoir d'achat. Troisième cas d'usage, transactions résistantes à la censure. La nature décentralisée et libre du réseau Bitcoin garantit, comme on l'a vu, qu'aucune entité n'est en mesure d'exclure des participants ou de censurer des transactions valides. Tes amis comme tes ennemis peuvent échanger sur Bitcoin. Et cette liberté d'échange n'a rien de nouveau. C'est celle que procure l'argent liquide et il faut la préserver à tout prix à l'ère numérique. Surtout à notre époque où la liberté d'expression est si malmenée que des prises de position politiques tout à fait tolérées il y a encore quelques années peuvent désormais te coûter ton compte et ton accès aux services bancaires immédiatement. La résistance à la censure de Bitcoin est donc une de ses caractéristiques les plus précieuses pour tous ceux qui vivent sous l'emprise d'un régime autoritaire, soit aujourd'hui la majorité de la population mondiale. Quatrième cas d'usage, transfert de fonds et échange de devises. Grâce au réseau Lightning, une couche secondaire du réseau Bitcoin, tu peux transférer des fonds partout dans le monde de manière instantanée pour presque rien. Et ça change tout pour une bonne partie de la population mondiale qui subit à la fois les affres d'un régime autoritaire, une inflation à 2 chiffres, des barrières d'accès aux services bancaires et dont les revenus dépendent largement de remises de fonds transfrontaliers de la part de parents qui travaillent à l'étranger. On estime qu'il y a entre 300 et 400 milliards de dollars par an sur lesquels des commissions sont prélevées à raison de 6% en moyenne, mais jusqu'à 15% pour de faibles montants vers certains pays d'Afrique. Alors, ces frais, grâce à l'incroyable efficacité des rails de paiement Bitcoin, ils sont en train de chuter comme jamais. Et concrètement, ça veut dire plus d'argent pour se nourrir, se chauffer, se vêtir, s'éduquer pour des centaines de millions d'habitants sur Terre. 5e cas d'usage, très différent, Bitcoin représente une alternative liquide au stockage d'actifs physiques réserves de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, essaye d'authentifier, de stocker et d'entretenir des actifs physiques de réserve de valeur comme les vins fins, les voitures de collection ou des œuvres d'art haut de gamme, même des lingots d'or. Tu verras, c'est un peu stressant, souvent problématique et dans tous les cas, c'est assez onéreux. Alors que Bitcoin, c'est un actif purement numérique, c'est vérifiable par tous et donc il n'y a pas toutes ces opérations compliquées et coûteuses. Et puis, avec Bitcoin,
tu disposes d'un marché hyper liquide. Ça s'échange 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur un marché véritablement international. Vendre du Bitcoin, c'est simple, rapide, beaucoup plus facile que de se séparer d'une Ferrari, d'un Monet ou d'un Botticelli. 6e cas d'usage, protection du patrimoine. En fait, Bitcoin permet à toute personne de déplacer son patrimoine en dehors des juridictions, des régimes, sans craindre la moindre menace d'une confiscation arbitraire. Ça veut dire qu'avec Bitcoin, il est désormais possible de fuir les persécutions, fuir la dictature, tout en préservant ses économies. Et ça redonne du pouvoir à l'individu. Ça incite aussi les États à agir de façon plus juste, plus intègre. 7e cas d'usage, un règlement de montant élevé. Alors pour quelques dollars à peine, tu peux, grâce au réseau Bitcoin, envoyer 1 milliard de dollars au bout de la planète en toute sécurité. Ça va te prendre quelques minutes à peine. Et ça fait de Bitcoin un moyen de règlement final des transactions de grande valeur beaucoup plus attrayant que ce que le système d'infrastructure traditionnel peut proposer. 8e cas d'usage, micro-paiement. Chaque Bitcoin est divisible en 100 millions de sous-unités qu'on appelle des Satoshi ou des Sats. Et sur le réseau Lightning, une couche secondaire de Bitcoin, ces Satoshi sont divisibles même par 1000. Donc ça procure à Bitcoin un niveau de granularité totalement inédit, inégalable. Grâce aux frais de transfert qui sont ridiculement bas, cette granularité, elle ouvre la voie à des marchés et des business models radicalement nouveaux. Payer un flux audio, vidéo à la seconde près, recevoir ton salaire en continu, un flux de sats vers ton compte, laisser les IA et les robots IoT streamer à volonté leurs micro-paiements, repenser les programmes de fidélité, on dispose enfin d'un moyen vraiment efficace aussi pour stopper la prolifération de ces trolls, ces scams et tous ces parasites de nos réseaux sociaux. Monétisation d'actifs énergétiques perdus. Alors là, derrière ce terme un peu barbare, on arrive sur un nouveau cas d'usage très impressionnant. En fait, c'est simple. Les entreprises qui minent du Bitcoin et qui sécurisent le réseau Bitcoin sont des acheteurs d'énergie capables d'opérer à peu près n'importe où, y compris dans des zones très hostiles ou très reculées dans le monde, où l'exploitation des ressources énergétiques n'était jusqu'alors pas rentable. L'impact du minage de Bitcoin en matière d'énergie, d'environnement, de développement durable, il est exceptionnellement vertueux. Bitcoin, en fait, accélère la rentabilité des investissements en énergie renouvelable, que ce soit de l'hydro, du solaire ou de l'éolien. Il constitue aussi un atout fantastique pour équilibrer la demande sur des réseaux où une part croissante de la production est devenue intermittente. Et Bitcoin apporte une solution providentielle pour valoriser les gaz à effet de serre. Donc, tu vois, chiffre à l'appui, maintenant, on peut tous mesurer le profond décalage qu'il y a entre la réalité des faits, qui démontre en fait de manière très catégorique les bienfaits de Bitcoin en matière d'énergie et d'environnement, et puis toute cette désinformation qui vise à le discréditer. 10e et dernier cas d'usage que je te présenterai aujourd'hui, option d'achat sur un nouveau système. Posséder du Bitcoin aujourd'hui, c'est détenir, écoute-moi bien, détenir une part non dilutive de toute la monnaie de base du monde numérique à venir avant que la transition vers cette nouvelle ère ne soit totalement achevée. Le prix du Bitcoin, il reflète en partie cette possibilité, la probabilité que Bitcoin devienne le protocole incontesté d'échange de la valeur dans le cyberespace, la monnaie de base de l'ère de l'information. Alors pour certains, c'est totalement inévitable. À les écouter acheter du Bitcoin aujourd'hui, c'est comme acquérir une parcelle, un terrain en plein Manhattan dans les années 1800. Un bout du socle de granit sur lequel quelque chose d'inimaginablement productif va se construire. La probabilité de ce scénario de plus en plus crédible augmente avec chaque jour qui passe. Voilà, on vient de dresser une première liste des cas d'usage de Bitcoin. Elle est riche, mais on pourrait encore l'étendre. Et si tu veux approfondir la question, découvrir d'autres utilisations, je te conseille la présentation d'Anil,
dont je me suis largement inspiré ici et je t'en laisse un lien parmi les notes. On arrive à la fin de cette 3e session du module Premier pas, une session importante où j'ai cherché à te transmettre le b.a.-ba du Bitcoin. J'espère que tu t'en fais une idée plus claire maintenant, même si j'imagine que ça reste encore confus et que tu te poses 1000 questions et c'est tout à fait normal. Vraiment, c'est normal parce que c'est complexe, presque labyrinthique au début, mais c'est un apprentissage passionnant qui prend du temps. Donc cherche pas à griller les étapes. Si le sujet t'intéresse et que tu veux avancer sûrement, à ton rythme, je te conseille de t'approprier plus encore les notions clés partagées dans cette vidéo en te rendant sur la page correspondante du site BTC Touchpoint pour pouvoir consulter à ton rythme tous les contenus écrits, audio, vidéo que j'ai évoqués aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Like, abonne-toi à la chaîne et puis partage cet épisode autour de toi si tu penses que ça peut avoir de la valeur pour d'autres. Merci à toi, ciao.